Abordons la dernière séquence de la troisième partie, et donc la dernière séquence du cours lui-même, qui se terminera là-dessus. Une présentation dans le même esprit que Bauman, une présentation du travail de Saskia Sassen. Je vais procéder de la même manière, quelques images, on va l'entendre en français, et puis ensuite je vais commenter quelques slides de PowerPoint pour vous donner les éléments essentiels de mon point de vue de son travail. Donc Saskia Sassen, on ne peut pas forcément le deviner, mais c'est une femme. Elle est née en 1947 aux Pays-Bas. Elle a rapidement fui en Argentine avec son père, qui était un collaborateur nazi notoire, important, de premier plan aux Pays-Bas. Donc la famille s'est mise à l'abri. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle. Et puis ensuite, elle est passée aux États-Unis. Elle a commencé ses études dans le domaine des études urbaines. Vous savez que les découpages disciplinaires aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. Et donc elle s'est intéressée aux études urbaines et elle est venue dans le courant des années 70 en France, à l'université de Poitiers, poursuivre sa thèse. Alors ça peut paraître singulier, mais ça ne l'est pas le moins du monde, quand on sait que dans les années 70, les études urbaines et la sociologie urbaine mondiale étaient françaises. Henri Lefebvre, Manuel Castells, bien sûr, Jean Lochkine, Patrick Zilberman et beaucoup d'autres grands noms, grands fondateurs de la sociologie urbaine et en particulier de la sociologie urbaine marxiste étaient des Français. Donc Saskia Sassen est venue assez normalement faire ses études, poursuivre ses études de thèse en France, et puis elle est retournée aux États-Unis. Elle se partage entre Columbia, donc sur la côte est des États-Unis, et puis elle aussi, comme Bauman, la London School of Economics, qui est à Londres, bien évidemment. Elle a quelques points communs comme ça de surface, j'ai envie de dire, avec Bauman. Elle est peu connue en France. Alors, elle est connue dans le champ des gens qui s'intéressent à l'urbain, à la globalisation, mais au-delà, non, pas du tout, alors qu'elle le mériterait tout à fait, dans le sens où c'est une sociologue qui donne un regard très nouveau, très stimulant, très global sur le monde d'aujourd'hui, le monde tout entier d'aujourd'hui, très stimulante. Et puis elle a un autre point commun avec Bauman, c'est une grande star. Et j'emploie volontairement le mot de star. Alors ça fait un peu gala, closer ou Paris Match, mais vous savez que dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y a des phénomènes de starisation. Et Saskia Sassen fait partie de ces personnes qui sont invitées absolument partout à travers la planète, à donner des grandes conférences, à ouvrir des colloques importants, à recevoir des prix, des distinctions honoris causa d'un ensemble d'universités. Voilà, hein, c'est une personnalité de la sociologie mondiale aujourd'hui. Et puis voilà. Alors, comme pour Bauman, on va écouter cette femme. Elle vient en France. C'est une vidéo que vous avez sur YouTube. Elle vient en France il y a peu de temps de ça. Et elle vient présenter son dernier livre dont elle va nous parler. Dernier livre dont le titre est Expulsion. Alors je lance la vidéo. Alors vous voyez, je ne sais pas exactement où c'est, je me demande si ce n'est pas au ministère des Affaires étrangères. Voilà son dernier livre. Saskia Sassen, Expulsion, brutalité et complexité dans l'économie globale. I think that we have long known that capitalism is not about equality. But you know, there have been forms of capitalism that were reasonable. It seems to me that beginning in the 1980s, in the leading places, of which the United States was one, but not the only one,
The UK is another one for sure. Something in an evolution that has been going on since World War II, something shifts. There is a break. And to me, if I wanted to isolate one critical element, it's not the only one. These are, in a way, overdetermined transformations. There are multiple factors coming together. But if I wanted to isolate one element, it is the shift from mass consumption, where every household's income matters as consumers, to the system. In other words, you know, the systems of power, let's say, to something else, to something that I call an extractive economy. Finance, which is radically different from traditional banking. Finance is a key capability enacting this extractive economy. I say finance is extractive. Unlike the mass consumer firms, which want more and more consumers, finance moves in, extracts what it needs, financializes it so it can circulate and make, you know, capital of a different sort. And it leaves behind a little bit of destruction or a lot of destruction and doesn't care. So it's the opposite of the mass consumption sector, which want to make sure that the sons and daughters can also spend money. And so today, mass consumption is still there, but it's not the dominant sector. The dominant sector is truly extractive. Think of mining, think of land grabs, you know, all these major components of today's global economy, they are extractive. They extract and leave behind destruction. So that, to me, is the marker of this current period. And it means also, for instance, if we think the crises of immigration and refugees in Europe, I think that the language, the categories of the immigrant, the refugee, are not enough to understand what is really going on. And if we stay focused on those subjects, you know, the immigrant, we are not going to find a solution. So I think that what we're seeing is, you know, the most extreme moment of a much larger history that is emergent, but is going to grow, you know, it's not, which with war takes its most extreme and visible form as loss of habitat, but actually it takes on many, many, many different forms across the world of a loss of habitat that can be due to desertification, rising waters, land grabs, massive expansion of mining, development of plantation agriculture and destruction of smallholder. So all of that comes together and it keeps shrinking the habitat for people. So the first step is going to the cities of slums. But that's not going to be enough. We already have unmanageable. J'arrête la vidéo, vous la finirez chez vous tranquillement si vous le souhaitez. J'ai dit une bêtise, elle ne parlait pas en français, hein. Pas cette fois-ci, mais on l'entend parler français sans difficulté. Vous voyez, c'est une sociologie particulière à de multiples égards. D'abord, vous voyez la portée très globale du propos. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que quand on est en L3, en M1, en M2, et même quand on travaille comme je le fais, on est souvent amené à manipuler des articles de revues ou des livres qui sont extrêmement spécialisés, très pointus sur nos sujets. C'est très pratique, très important, parce que c'est fondé, c'est solide, mais il nous manque un petit peu d'espace, un petit peu de place dans la tête pour réfléchir. Saskia Sassen, elle fait partie de ces personnes qui réfléchissent en grand, qui réfléchissent très largement, qui construisent des méta-objets. D'une manière très différente de Zygmunt Bauman. Bauman est plus un intellectuel à la Henri Lefebvre. Il travaille tout seul, il réfléchit tout seul, puis il écrit ses livres tout seul. Saskia Sassen, pas le moins du monde, elle est à la tête en quelque sorte d'une petite multinationale de chercheurs et chercheuses qui font des analyses de terrain national, qui analysent des problèmes spécifiques et qui lui remontent
les conclusions. Vous voyez, elle ne peut pas mener des enquêtes partout, elle toute seule, Saskia Sassen, mais elle le fait en s'appuyant sur un réseau de collaborateurs, collaboratrices très nombreux. Et puis, troisième et dernier élément que je veux souligner, on l'entend bien en l'écoutant et en la lisant, c'est qu'on a une sociologie qui est critique. C'est une sociologue qui est engagée dans le monde, engagée dans la société, j'ai envie de dire qui est engagée d'un certain côté, bien évidemment, parce qu'elle travaille sur la grande problématique de la sociologie, qui est celle à la fois de la domination et des inégalités. Elle est sur ce créneau-là, Saskia Sassen, et évidemment, elle prend parti, alors à fleur et moucheté, d'une manière un peu savante quand même, mais évidemment, elle porte un regard très critique sur les agissements de flux mondiaux qui détruisent les États, qui détruisent l'être politique, etc., etc. Allons-y, quelques-uns de ces travaux, à partir des couvertures de ces livres. Première publication importante pour elle, 1988. C'est un livre qui n'est pas traduit en français. Vous voyez le titre, il nous parle tout de suite, The Mobility of Labor and Capital. Voilà, d'emblée, on est dans le travail, le capital, Study International, les flux mondiaux du capital, du travail, à partir de cette question mobilitaire. Voilà. Elle est restée sur cette même thématique. Le livre traduit en français qui a eu un grand écho en France, on va tout de suite comprendre pourquoi. Il paraît en France en 1996 chez Descartes et compagnie. C'est un assez gros livre. Il n'est pas très compliqué, mais il est fondé sur beaucoup de statistiques parce que Saskia Sassen elle est sociologue, mais elle est aussi largement économiste. En tout cas, elle manipule beaucoup de statistiques. Alors, je vais venir à cette notion de la ville globale. En 1996, pour elle, il y avait 3 villes globales à travers le monde, New York, Londres, Tokyo. Alors, on comprend tout de suite pourquoi ce livre a eu beaucoup d'écho en France, parce que tous les chercheurs et beaucoup de responsables politiques divers et variés sont montés au créneau et l'ont invité en France, simplement pour pouvoir l'engueuler en quelque sorte et lui dire « Ah oui, et Paris, c'est de la rigolade peut-être ?» Alors elle va se dépatouiller, on verra comment de cette affaire, mais aujourd'hui, bien sûr, Paris est considéré comme une ville globale, mais retenez l'idée qu'en 1996, il y avait 3 villes globales, aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Le livre dont je vous conseille très chaleureusement la lecture, alors vous voyez, chez Gallimard, à la NRF, donc une publication très prestigieuse, un éditeur et une collection très prestigieux, 2009, le titre « La globalisation, une sociologie », un beau titre, parce que la globalisation, c'est plutôt quelque chose qui renvoie à l'économie, et donc là tout de suite, dès le titre, elle précise « Non, c'est bien une lecture sociologique de la globalisation ». Et c'est un domaine, c'est un livre dans lequel elle s'intéresse beaucoup à ce qu'elle appelle les classes globales. Vous savez, quand on regarde un petit peu en France, on peut être tenté encore de parler de classe sociale. Les classes sociales, on les pense dans un espace national. Les classes globales, eh bien, c'est l'espace global. Donc l'espace du monde entier, on y reviendra rapidement. Et puis, on vient de l'entendre parler de Expulsion, publié en 2016, sous-titre « Brutalité et complexité dans l'économie globale ». Là encore, un titre qui est très fort. J'ai presque envie de dire un titre de combat, parce que quand il y a de l'expulsion, de la brutalité, on a tout de suite envie de protester, de se révolter. Et c'est un livre qui est très, très engagé, très critique, et qui brosse un panorama assez sombre de notre planète. Le plan de mon propos, quelques mots d'introduction, et puis 4 points. Premier, les villes globales.
Second point, la bipolarisation des métropoles, la bipolarisation des métropoles. Troisième point, les classes globales. Quatrième, expulsion, une forme radicale de la globalisation. En retenant ces 4 points, je ne prends pas beaucoup de risques. Ce sont vraiment les quatre idées tout à fait centrales chez Sassen. Il y en a d'autres, mais celles-là sont tout à fait évidentes. Quelques mots d'introduction. Écoutez, comme chez Bauman, comme chez Manuel Castells, comme chez d'autres, le point de départ, c'est que les mobilités globales redéfinissent en profondeur le fonctionnement de nos sociétés. Redéfinissent en profondeur, c'est-à-dire redéfinissent les hiérarchies, redéfinissent les modes de domination, redéfinissent les principes de l'inégalité, redéfinissent les cultures, redéfinissent les fonctionnements politiques d'un certain nombre d'États, redéfinissent les fonctionnements et la nature même de ce que sont les États. Vous avez compris que les États, ils sont un peu à la peine aujourd'hui. Donc, Saskia Sassen, pour le dire dans les mots de notre première partie, elle est inscrite totalement dans cette idée du mobility turn. Les mobilités globales, c'est quoi pour elle ? C'est Internet, la téléphonie, la télévision, la radio, l'avion, ce que nous avons appelé les mobilités résidentielles, les mobilités quotidiennes, les mobilités virtuelles, les migrations, évidemment. Tout ça ensemble participe de la production d'un nouveau monde pour une raison simple, c'est que l'espace de la planète, c'est rapetisser, 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 et on peut désormais parcourir la Terre en une fraction de seconde. C'est véritable, une fraction de seconde, quelques secondes, de manière plus courante pour chacun d'entre nous, quand on est en Australie et qu'on donne une communication WhatsApp, ou une communication téléphonique, ou une communication WeChat à un de nos proches en France. Il faut quelques secondes, c'est pas instantané, mais voilà, en quelques secondes, on se trouve à portée de voix et d'image des personnes, donc un monde qui est devenu minuscule, et ça permet évidemment de nouvelles choses pour le meilleur et pour le pire. Et puis, Sassen, je vais y revenir, elle s'intéresse beaucoup à ça, bien sûr, mais son entrée, elle est très sociale, mais en tout cas, elle a une entrée forte avec les fonctionnements économiques, c'est-à-dire comment les grands groupes privés, les grandes firmes, les grands réseaux économiques profitent de cette mobilité instantanée à travers le monde pour tirer leur grosse épingle du jeu, pour encaisser des dividendes au mépris, c'est ce qu'elle disait dans le petit extrait qu'on a entendu de vidéo, au mépris de ce qu'elle laisse derrière elle en matière de fragilisation des États-providence, de fragilisation du droit du travail, de fragilisation de tout ce qui protège les individus. Voilà, comment les réseaux économiques déséquilibrent très rapidement les territoires et les sociétés. Alors là, le Covid ou la Covid-19 est un exemple extraordinaire. Nous y sommes encore plongés. La Covid a émergé à Wuhan, en Chine, et 15 jours après, tous les pays de la planète se trouvaient fortement affectés par ce phénomène sanitaire. D'accord ? Donc, en 15 jours, toute la planète est modifiée par quelque chose qui survient en un point du globe. Là, c'est vraiment un exemple, un analyseur qui est très clair. Le regard de Sassen, je l'ai dit, donc un regard global, une combinaison de sociologie et de macroéconomie. Combinaison de sociologie et de macroéconomie. Alors vous savez ce que c'est, macroéconomie, microéconomie. La microéconomie, c'est plutôt l'analyse des fonctionnements internes du marché. La macroéconomie, c'est plutôt faire des liens entre le fonctionnement du marché économique et le droit, et la politique, et la structuration sociale,
etc. Donc, son approche particulière à Sassen, elle est là. Un travail de synthèse, d'études empiriques et d'exploitation de données statistiques mondiales, je l'ai déjà dit. Pardon. Une grande attention combinée aux migrations d'en haut et aux migrations d'en bas, donc la question migratoire, elle est au cœur du travail de Sassen. Les migrations d'en bas, on comprend bien ce que ça veut dire. Ce sont les migrations des Haïtiens, des Mexicains, des personnes qui sont issues de l'Amérique latine et puis qui montent vers les États-Unis et le Canada, les gens qui sont en Afrique et puis qui montent vers l'Europe, les gens qui sont sur un certain nombre de pays du sud de l'Extrême-Orient et puis qui bougent aussi. Voilà les migrations d'en bas, les migrations de la pauvreté, les migrations des vagabonds, comme le dit Bauman, et puis les migrations d'en haut, les migrations des touristes, pour le dire là encore avec le mot de Bauman, les migrations, on va y venir, des gens qui sont en fait embarqués dans des grandes structures privées, publiques, étatiques, des grandes organisations intergouvernementales, etc., qui les promènent en quelque sorte à travers la planète pour qu'ils puissent travailler et puis qui les promènent dans de très bonnes conditions. Un regard sombre, inquiet bien évidemment, et puis un petit peu d'espoir, elle aussi quand même, du côté de tout ce qui est mouvements sociaux très localisés, on dirait en France par exemple, un peu d'espoir du côté de la résistance que l'économie sociale et solidaire peut opposer à ces grands flux mondiaux brutaux et très égoïstes. L'absentéisme du propriétaire, là encore pour faire le lien avec le travail de Bauman. Là aussi, comme chez Bauman, la mobilité, elle a une sorte de double statut chez Sassen. Je commence par ça, c'est l'objet central. Parce que si on enlève la mobilité et le mobility turn de la pensée de Sassen, il ne reste rien. Puisque le contexte dans lequel elle déploie sa réflexion, eh bien, c'est le contexte de la globalisation, c'est le contexte, je viens de le dire, de la migration, des déplacements incessants. Donc la mobilité est bien sûr au premier plan. En même temps, cette mobilité, elle est presque invisible, c'est un contexte. D'accord ? Donc, on ne peut pas faire de Sassen une spécialiste de la mobilité en tant que telle. D'accord ? Donc la mobilité a ce double statut, contexte, mais un contexte presque invisible, etc. Son objet, la globalisation économique et ses effets sur la société, avec une idée centrale, je vais y venir de suite, la métropolisation. C'est-à-dire que sont, de manière très précise, ce à quoi elle est très attentive, c'est la question des villes. Elle pense la globalisation à partir des villes globales. Elle pense les inégalités à partir des villes. Elle pense le pouvoir des réseaux à travers le monde à partir des villes. Donc la ville est au cœur de son travail, au cœur de tous ses livres. On l'entend dans le bouquin de 96, ville globale, mais quand on lit les autres, c'est toujours la ville qui revient. D'accord ? C'est pas son point d'entrée, c'est pas la classe, c'est pas le système politique, son point d'entrée empirique, ce sont les villes. Voilà. Alors, premier point pour présenter ces idées, la ville globale. Voilà, ça c'est vraiment une notion tout à fait centrale chez Saskia Sassen. En fait, ce n'est pas tout à fait elle qui est à l'origine de cette idée. C'est une idée qu'elle est allée chercher chez quelqu'un dont j'ai évoqué à plusieurs reprises le nom, sans en parler du tout, c'est le nom de Manuel Castells, grand nom de la sociologie urbaine marxiste des années 70, et qui, dans les années 70, fait une sorte de découverte qui nous paraît tout à fait évidente aujourd'hui, mais qui à l'époque était une découverte vraiment importante. La découverte de ce qu'il appelle, vous le voyez au point A, petit a de mon slide, la découverte des régions urbaines.
Et Emmanuel Castells va parler des régions urbaines. Et François Hacher, un petit peu après, va parler, lui, des métapoles. Mais c'est la même chose. Et Saskia Sassen, encore un petit peu après, va parler des villes globales. Régions urbaines, métapoles, villes globales, c'est la même chose. D'accord ? C'est la même chose. C'est l'idée selon laquelle les villes au sens médiéval du mot n'existent plus et que quand on veut penser aujourd'hui le fonctionnement urbain d'un territoire, eh bien, il faut en fait aller chercher très très loin. Il faut définir un espace métropolitain très très large parce que c'est au sein de cet espace métropolitain que la ville, entre guillemets, fonctionne. Je prends un exemple très simple, vraiment très simple, tout à fait évident. Je vais en prendre deux, je pourrais en prendre 10, je vais en prendre deux. Si on regarde par exemple d'où viennent les salariés qui travaillent tous les jours dans l'agglomération rennaise. L'agglomération rennaise, elle fait une quarantaine de communes. C'est là que sont installées les usines, il n'y a presque plus d'usines, mais les entreprises, que l'on dit rennaises. Si on regarde d'où viennent les salariés, eh bien on se rapporte, vous vous en souvenez, à l'indicateur de l'INSEE, les navettes domicile-travail, les migrations domicile-travail, et on se rend compte que ces salariés rennais, entre guillemets, ils habitent jusqu'à Saint-Malo, ils habitent jusqu'à Saint-Brieuc, ils habitent jusqu'à Fougères, jusqu'à Vitré, presque jusqu'à Nantes, dans ce qu'on appelle l'aire urbaine rennaise. Un très très large territoire. Donc si on veut penser la force de travail, pour le dire un peu à la marxiste, la force de travail rennaise, il faut aller très très loin. Et là on peut saisir la région urbaine rennaise, ou la métropole rennaise, ou la petite ville globale rennaise. Si on regarde ce qu'il en est de Paris, où vit la force de travail de l'espace francilien, parce qu'évidemment, on ne parle pas simplement de Paris, eh ben on se rend compte qu'il y a des TGV qui amènent tous les matins et qui ramènent tous les soirs des gens jusqu'à Rouen, jusqu'à Lille. Vous savez que Lille, Paris, 55 minutes. Jusqu'à Tours, Tours-Paris, 55 minutes. Jusqu'au Mans, Tours-Paris, Le Mans-Paris, 55 minutes. C'est là le bassin de vie de la force de travail francilienne. Vous voyez qu'on est très très loin de la ville de Paris. On est très très au-delà de l'espace du périphérique. D'accord. C'est ça, la région urbaine. C'est l'idée que ce qu'on appelait les villes, aujourd'hui, déploient leurs activités, toutes leurs activités culturelles, de chalandise, de production industrielle, de production tertiaire, de formation, de recherche, etc., de vie sociale, de vie amicale, sur des territoires qui sont extrêmement larges, très très larges. Et puis autour, deuxième point, petit b, deuxième point important des régions urbaines, pour définir les régions urbaines, les métapoles et les villes globales, eh bien, ces territoires centraux ont tendance à assécher, à vider, à épuiser les territoires qui les environnent. En quelque sorte, ce sont des trous noirs. Paris est un trou noir, Rennes est un trou noir, Toulouse, les métropoles, il y a une douzaine de métropoles en France. Ces métropoles attirent à elles tous les emplois, tous les bons emplois tertiaires, les emplois stratégiques, les personnels diplômés, les hauts niveaux de qualification, les beaux niveaux de salaire, toutes les activités culturelles, toutes les innovations en matière d'aménagement de l'espace, etc., etc. Toute la richesse vient se concentrer dans les métropoles, et autour de ces métropoles, il n'y a rien ou presque rien. Ça n'est pas du tout caricatural,
ce que je vous dis. Donc, prenez-le vraiment pour argent comptant. Et puis, troisième point, à partir des régions urbaines de Castells, parce que c'est lui qui véritablement découvre ça, eh bien, c'est que les régions urbaines ou les métropoles ou les villes globales travaillent les unes avec les autres. D'accord ? Elles nouent des relations très très rapides, très efficaces les unes entre les unes avec les autres. Et puis comme ça se construisent des armatures, des sortes de réseaux très solides d'échanges quotidiens entre eux, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, qui s'en tire plutôt bien, en fait, Grenoble, pas Saint-Étienne, qui est dans un très mauvais état, Grenoble, Lyon, et puis Strasbourg, et puis la région parisienne, et puis Lille. Voilà le réseau des métropoles rennaises. Et c'est entre ces métropoles que s'échangent, je le redis, mais les bons emplois, les entreprises dynamiques, les entreprises des secteurs jugés stratégiques, les bons niveaux de salaire, les innovations urbaines, les innovations en termes de mobilité urbaine, etc., etc. Et puis au milieu de ce réseau, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des territoires qui sont, alors il ne faut pas exagérer, hein, mais il y a des territoires qui sont globalement délaissés, certains tout à fait délaissés. La crise des Gilets jaunes a été là pour nous rappeler leurs difficultés. Voilà les régions urbaines chez Emmanuel Castells, des territoires très larges, territoires métropolitains larges d'abord, des territoires qui fonctionnent comme des trous noirs qui assèchent leur environnement, et troisième point, des territoires qui fonctionnent en réseau de sites privilégiés en quelque sorte. Eh bien, une fois que j'ai dit ça, j'ai défini les villes globales chez Saskia Sassen. Vous retenez ces trois caractéristiques et vous les projetez à un niveau global et vous avez compris le point de vue de Sassen. La ville globale, slide numéro 2. Donc Sassen prend la métropole de Castells et la déploie à un niveau mondial. Il existe pour elle un nombre limité de villes globales qui dominent le monde sans le gouverner. D'accord ? Alors quand on dit ça, des villes globales, c'est-à-dire que New York, ça n'est pas les États-Unis. Ce sont les sociétés privées, publiques, toutes les organisations, mais aussi les artistes, par exemple, qui sont installés à New York et qui sont en position de dominance à l'échelle de la planète dans leur secteur d'activité respectif, mais sans vouloir le gouverner. Sans vouloir le gouverner le moins du monde. Quand on veut gouverner un territoire, ça veut dire qu'on va essayer de le dynamiser, mais ça veut dire aussi qu'on va essayer de juguler les problèmes, de régler les problèmes. Les réseaux mondiaux d'une certaine économie ne veulent régler aucun problème. Ils veulent ponctionner de la plus-value et un certain nombre de choses, mais ne rien régler. Donc on n'est pas du tout dans des logiques de gouvernance. Donc les villes globales, il y en avait trois, donc en 1996, New York, Tokyo et Londres. Et puis Saskia Sassen a été obligée, en quelque sorte, de revoir un petit peu sa copie, peut-être parce qu'elle avait été un peu étroite dans sa première définition, sans doute aussi parce qu'elle s'est fait un peu remonter les bretelles, et puis aussi parce que les grandes métropoles mondiales se sont transformées et renforcées. Et vous savez que Lagos, ou en tout cas une partie de Lagos, Mexico, partie de Mexico, Shanghai, Sao Paulo, bien sûr, Singapour, Zurich, toute la conurbation de l'ouest allemand, Cologne, Francfort, etc. Voilà autant de territoires de première importance au niveau économique, des territoires en capacité de peser sur le cours de la planète à partir des groupes, des actions, etc., etc. Toutes ces agglomérations
n'ont pas le même statut, et là je reviens à mon idée d'armature urbaine. Il y a des armatures urbaines de premier rang, des armatures urbaines de second rang, des armatures urbaines de troisième rang. Alors ce n'est pas moi qui vais faire le tiercé, mais disons que Shanghai, New York, Tokyo, Londres, et puis, allez, soyons chauvins, Paris, et puis quelques autres, c'est l'armature urbaine des villes globales de premier plan. D'accord ? Et puis, si on descend d'un cran, on a d'autres agglomérations qui règnent sur des territoires plus réduits. Et puis, si on descend encore d'un cran, on a les métropoles nationales. Rennes est une métropole française. Ce n'est pas une métropole régionale et ce n'est pas une métropole globale, mais c'est une métropole. Donc vous voyez un petit peu cette idée d'armature. Il y a des métropoles qui gouvernent les territoires, qui ne gouvernent pas, mais qui pèsent sur le devenir des territoires, mais ces armatures sont fortement hiérarchisées. C'est quoi une ville globale ? De manière très, très concrète. Je dis souvent ça, concret, mais on est en sociologie et donc on peut voir, il y a des chiffres, il y a des indicateurs très, très stables qui permettent de le comprendre. Une ville globale, c'est 4 éléments. C'est la réunion de 4 éléments. Premier élément, c'est un territoire dans lequel on trouve des services tertiaires stratégiques. C'est un territoire dans lequel on trouve des services tertiaires stratégiques. C'est le cas à Rennes, à son échelle, c'est le cas à Paris, c'est le cas à New York. Alors, finance, assurance, banque, ingénierie, marketing, je ne l'ai pas marqué, mais droit, je ne l'ai pas marqué non plus, mais recherche et développement. Voilà les secteurs que l'INSEE en France considère comme les emplois stratégiques. D'accord ? Finance, assurance, banque, ingénierie, marketing, recherche et développement et la fonction juridique. Les grandes structures privées et publiques ont besoin de tout ça pour fonctionner au mieux. Premier élément. Deuxième élément important, les villes globales sont super bien équipées en moyens de télécommunication de dernière génération. Donc le câble, la fibre, la 4G, bientôt la 5G. Voilà, ce sont des territoires qui sont très très bien équipés, au mieux, mais qui sont aussi très bien équipés en aéroport, en gare, en métro, en tramway, en autoroute, en parking, en réseau piéton, etc., etc. Toute la dimension mobilitaire est absolument cruciale dans une ville globale. Et là, Rennes, à son échelle, est un bon exemple aussi du suréquipement, de la manière dont les élus concentrent tous leurs efforts et tout leur financement mobilitaire sur ce territoire. Il faut que ça marche bien, il faut que ça tourne. Troisième élément, très important, dans une ville globale, il y a, en fait, je ne l'ai pas marqué comme ça, mais dans une ville globale, il y a des espaces qui sont dédiés au monde des affaires. D'accord ? C'est-à-dire il y a des espaces dans lesquels les grandes entreprises, toutes les fonctions que j'ai évoquées peuvent s'installer les unes à côté des autres, véritablement les unes à côté des autres. Un exemple très simple, à Paris, la Défense. La Défense et puis le triangle d'or du 8e arrondissement, là on a la grande zone parisienne sur laquelle est concentrée je ne sais pas quelle proportion des entreprises cotées en bourse en France. Pourquoi c'est important ? C'est un paradoxe qui est au cœur des villes globales, c'est qu'il faut à la fois de la très bonne communication et en même temps il faut que les gens puissent se voir, se rencontrer et discuter les uns avec les autres. Parce que dans un monde mobile, à un certain niveau de données stratégiques, rien ne remplace le fait de pouvoir prendre un café ou déjeuner avec la personne avec qui vous allez signer un contrat. D'accord ?
On peut faire du télé-réunion, télé-discussion en permanence, mais à un moment, il faut pouvoir se voir, parce qu'il faut se faire confiance. Et pour se faire confiance, il faut s'éprouver les uns avec les autres. On retrouve ça à Rennes aussi, toutes les zones atalantes où sont concentrées les structures, avec des restos d'entreprise, avec des fitness, avec des machins, où les uns et les autres peuvent se rencontrer. Et puis quatrième et dernier élément, très important aussi, en fait, c'est celui de la gentrification. C'est-à-dire que les villes globales sont des villes qui sont très très bien équipées en aménités urbaines. Les cadres supérieurs, les ingénieurs, les juristes, les gens qui font de la recherche et développement, ils bossent beaucoup, mais quand ils ne bossent plus, ils aiment bien trouver, comme les étudiants d'ailleurs, ils aiment bien trouver les restos sympas, les bistrots sympas, les bons cinémas, les bons théâtres, les bons espaces agréables où se promener, les espaces verts qui marchent bien, etc. etc. D'accord ? Donc, quand il y a ville globale, il y a automatiquement aménagement d'espaces urbains de grande qualité. Et de là, c'est ce que j'ai inscrit sur mon slide, de la ville globale, on passe à la question de la gentrification, c'est-à-dire en fait de l'embourgeoisement d'un certain nombre de territoires centraux. OK ? Alors, Paris, une ville globale parmi 40 autres, deux ou trois petites choses toutes simples. Hein. La métropole parisienne, ça représente aujourd'hui 10% de la population française. La métropole. Hein. Mais 35% des entreprises françaises, mais 60% des entreprises du tertiaire supérieur, mais 90% des entreprises françaises cotées en bourse. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Il y a bien un effet d'empilement et en quelque sorte de dotation de puissance d'un territoire qui a priori n'est pas très important au plan géographique. D'accord ? Mais c'est parce qu'il y a 90% d'entreprises cotées en bourse que la métropole parisienne peut prétendre à ce qualificatif de ville globale. La bipolarisation des métropoles, deuxième point tout à fait central chez Saskia Sassen, est vraiment très très intéressant pour nous, une idée tout à fait heuristique, hein, qui est stimulante, qui aide à trouver, qui éveille. Je vais le faire un petit peu en simplifié, mais son idée, enfin pas en simplifié, mais sans forcément tenir compte du slide, les 30 Glorieuses en France, ça a été une période tout à fait particulière sur deux plans. Ça a été d'abord la création de l'industrialisation de l'économie, par exemple les grands groupes de la production automobile, mais ça a été aussi une grande période d'invention de la grande bureaucratie. L'État-providence, c'est un État bureaucratique. Industrialisation d'un côté, bureaucratie de l'autre. Les universités, par exemple, comptent dans cette bureaucratie. Cette bureaucratie et cette industrialisation ont permis l'apparition de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est des gens qui sont tous diplômés, qui sont salariés, pour l'essentiel d'entre eux, qui sont propriétaires, qui ont une perception assez confiante de l'avenir. Voilà. En 1980, on est à la fin, pour Saskia Sassen, de cette dynamique des 30 Glorieuses, d'un certain type d'économie produisant un certain type de société, avec classe moyenne. Vous voyez mon petit crowbar, hein, je ne suis pas le champion, mais c'est parlant quand même, à la vision très classique que nous avons de la société. Une pyramide avec, on va dire, 20% en bas de gens qui sont dans des situations relativement précaires, des positions différentes. En haut, on a 15% de personnes et de ménages qui sont dans des positions très confortables. Et puis au milieu, on a une classe moyenne tout à fait indistincte. Personne ne sait jamais très bien ce que c'est. Voilà, en 1980. Et puis, ce que Saskia Sassen nous explique, c'est que la ville globale qui s'implante partout et la globalisation de l'économie, eh bien, va modifier
en profondeur, va redéfinir en profondeur cette pyramide et lui donner une autre forme que l'on dit la forme en diamant. Vous voyez ma forme en bleu, c'est-à-dire en fait 2 triangles qui s'imbriquent l'un dans l'autre en pointe inversée. Son idée, c'est que la globalisation, c'est la fin de l'industrialisation, ou en tout cas un ralentissement très très fort de l'industrialisation, et en même temps, alors c'est moins vrai en France, mais un ralentissement quand même de l'État-providence et une diminution en nombre de la bureaucratie, avec ce que l'on entend toujours aujourd'hui et depuis un moment dans les médias. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, il faut revoir les fonctionnements des grandes organisations publiques, il faut permettre aux fonctionnaires de partir, de démissionner quand ils le souhaitent, etc., etc. Il faut, comme le disait Claude Allègre il y a quelques années, dégraisser le mammouth, en parlant de l'éducation nationale. Il faut réduire la voilure. Et en France moins, mais dans d'autres pays, le Royaume-Uni, par exemple, beaucoup plus, ou les États-Unis aussi. Les États-Unis, vous voyez un petit peu l'impact de la désindustrialisation et comment elle a flingué des villes entières, Détroit, par exemple. La désindustrialisation qui a fragilisé extraordinairement Saint-Étienne, en France. La conséquence de tout ça, pour Saskia Sassen, c'est la réduction, donc plus ou moins forte selon les pays, de la classe moyenne. Réduction de la classe moyenne, précarisation de la classe moyenne, une projection sur l'avenir qui est, pour la classe moyenne, un peu inquiétante. Enfin, on va vers quelque chose de moins sûr, de moins certain. D'accord ? Et à partir de là, on a pour Sassen, dans les villes globales, une espèce de 2 groupes sociaux, de méga-groupes sociaux qui se développent, qui prennent plus d'importance numérique. C'est en haut les populations très favorisées, c'est-à-dire les très bons niveaux de diplôme, les populations à haut niveau de salaire, les populations gentrifiées, c'est-à-dire des gens qui vivent, des personnes, des ménages qui vivent dans de très très bonnes conditions de logement, très bonnes conditions de vie quotidienne, des conditions de vie quotidienne qui vont s'améliorer considérablement, à qui va profiter le discours sur la lutte contre les pollutions en ville aux gens qui y habitent. Et si on regarde qui habite dans les centres-villes, ce n'est pas n'importe qui. Donc cette population-là, elle se développe et elle profite de conditions de vie qui vont en s'améliorant beaucoup. Et puis l'autre population, eh bien, c'est une sorte de lumpenprolétariat global, c'est-à-dire c'est un ensemble, là encore, les situations sont très différentes selon les pays. Ce n'est pas la même chose en Afrique, dans certains pays d'Afrique, au Nigeria par exemple, à Lagos, à Sao Paulo, et puis à Paris, ce n'est pas la même chose. Mais en tendance, pour Saskia Sassen, dans les villes globales, on voit le développement d'une population qui est en fait au service de la classe supérieure globale. D'accord ? C'est-à-dire des gens qui, eux, sont souvent peu qualifiés, très très mal payés, employés dans des contextes très précaires, très peu sûrs, parfois dangereux, dans de très mauvaises conditions, qui ne sont pas protégés par un droit du travail qui se fragilise et qui travaillent dans le secteur du nettoyage, dans le secteur de la surveillance et de la sécurité, dans le très large secteur des services à la personne, dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc., etc. D'accord ? D'un côté, une population qui se développe à haut niveau de revenus, haut niveau de qualification,
Et se développe aussi en bas un lumpenprolétariat très très précarisé et qui a une dimension migrante très forte. Là, c'est pas très compliqué de s'en rendre compte. Aller faire un tour à Rennes, non, mais aller faire un tour à Paris, bien sûr, aller dans à peu près n'importe quel restaurant parisien, jeter un coup d'œil dans les cuisines, et vous verrez qu'il y a des populations migrantes qui sont là pour faire la vaisselle. Regardez qui est employé sur tous les postes de nettoyage, la grande majorité des postes de sécurité et de surveillance, etc., etc. Ce sont des gens qui sont migrants ou issus de l'immigration. Voilà le propos de Sassen. Je reviens très vite là-dessus. Ok, donc on passe de la forme en diamant de la forme en pyramide avec une classe moyenne importante à une forme en diamant avec une classe moyenne qui s'étrécit et il faut que je dise le mot parce que c'est le titre, une bipolarisation très forte des villes globales. Beaucoup de sociologues français vont dans ce sens, évidemment. Quand on entend les discours sur la sécession urbaine de Jacques Donzelot, quand on entend tous ceux qui parlent de ghetto urbain, Didier Lapéronie, quand on entend beaucoup de gens, on a un paysage urbain français qui se scinde. Des territoires pauvres qui s'appauvrissent, des territoires riches qui s'enrichissent. Voilà la logique de Saskia Sassen. Troisième point, les classes globales. La globalisation du monde et sa mobilité transforment la structure sociale. Et donc on voit apparaître de nouvelles classes sociales qui sont des classes globales, c'est-à-dire que pour les voir, pour comprendre leur fonctionnement, il faut sortir des frontières, rompre avec le nationalisme méthodologique, puis il faut regarder à l'échelle des flux mondiaux ce qui se passe. Alors, il y a un petit souci de mon point de vue, c'est bon, elle n'est pas entièrement claire, Saskia Sassen, parce qu'elle rompt avec le discours de la classe sociale, avec le discours marxiste de la classe sociale, puis en même temps, elle l'utilise quand même. Bon, en tout cas, quelles sont les trois classes globales qu'elle identifie? Là, je reprends bien sûr ces mots. La première, c'est celle des élites transnationales. J'insiste sur le mot transnational. Ce n'est pas de l'international, mais c'est bien du transnational. C'est-à-dire des gens qui, d'emblée, vivent et travaillent à une échelle qui est au-delà de celle des États et des nations. La petite citation, les légions d'experts, de managers, de dirigeants et de techniciens. Voilà. Donc, en fait, le top niveau de la superstructure privée, des entreprises privées, des groupes privés qui se déplacent quotidiennement à l'échelle de la planète pour implanter des actions, prendre possession comment dirais-je moi, de portions foncières, développer des usines, etc., etc. Voilà. Et pour cette population, il y a un nouveau droit des frontières, je l'évoquais les fois passées, ce droit des frontières qui permet à certains cadres supérieurs d'arriver à Schiphol, vous vous en souvenez, et puis de ne passer que 3 secondes à la frontière, d'avoir un balayage de la pupille, de passer très vite, et puis ils ont en fait tous les droits, mais ils ont vraiment tous les droits. Les passeports, s'installer là, voter, etc. Quand on est en France, ressortissant européen, et puis ne pas être embêté en fait par les frontières qui n'existent plus. Deuxième grande population, les réseaux transnationaux, à nouveau c'est du transnational des responsables gouvernementaux. Donc là, j'ai noté quelques structures, le GATT, des structures dont on entend parler dans les médias, le GATT, le FMI, l'OTAN, l'OCDE, toutes les structures qui sont liées à l'Europe, le tribunal pénal international, etc. Toutes ces structures
Là, je donne plutôt celle qu'on connaît en Europe, mais il y en a qui existent bien sûr sur d'autres régions de la planète. Voilà. Donc on a toute la technostructure de, Tony Negri dirait de l'Empire. Voilà. Donc des gens qui peuvent se déplacer à l'abri en quelque sorte des réseaux transnationaux officiels. Et puis, troisième population, la classe globale des désavantagés, c'est le terme que Sassian utilise, les désavantagés, c'est-à-dire en fait tous les migrants, tous les précaires, tous les migrants qui eux aussi bougent beaucoup, parce qu'ils n'ont pas le choix de bouger beaucoup, parce que leurs pays, leurs États respectifs sont fragilisés, considérablement fragilisés, les conditions de vie, les conditions d'avenir, les conditions de formation ne sont plus du tout assurées et les populations n'ont pas le choix que d'essayer de trouver quelque chose d'autre ailleurs. Je vous laisse jeter un œil à ce quatrième point, le temps de boire une gorgée. Donc vous voyez quand même, je reviens sur le 3, sur le troisième point, on est bien sûr dans les grands principes, dans les grandes idées que je présente très rapidement ici, on est en tendance assez proche de ce que Zygmunt Bauman raconte. Même si, lisez ces deux auteurs, vous verrez quand même que dans le détail, les approches sont très différentes, les manières d'écrire sont extrêmement différentes. Et puis, chez Saskia Sassen, on est vraiment dans un travail empirique. C'est-à-dire, il y a la volonté d'argumentation, la volonté de preuve, voilà, qu'on ne trouve pas, ou beaucoup moins, chez Zygmunt Bauman. Quatrième et dernier point, là, son dernier livre, Expulsion, les expulsions, exactement dans le sens où on peut parler en France de populations qui sont expulsées. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand une population est expulsée, quand des squatters sont expulsés, le matin à 6 heures, les CRS sont au pied de l'immeuble et puis on déloge les gens, on enlève leurs affaires, on casse les carreaux, on casse tout ce qui fonctionne dans le squat, et puis on expulse, on pousse les personnes et on barricade, ça y est, c'est fini. C'est ça, une expulsion. Sassen fait le même diagnostic, la même observation à l'échelle mondiale, une forme radicale de la globalisation. Dans ce dernier livre, son entrée, c'est moins les villes globales, elle les a largement investiguées, et beaucoup plus les réseaux globaux, donc les réseaux de firmes, privés, on peut dire privés, mais pas que privés en réalité. Parce que les États nationaux s'associent très souvent à ces formes, à ces logiques d'expulsion. Les États, la Chine, l'État chinois, l'État français, l'État américain, l'État brésilien, aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la forêt amazonienne. Il y a des alliances, pour le meilleur et pour le pire, d'États qui soutiennent Total ou qui soutiennent d'autres organisations et qui cautionnent ce qu'elles font sur un territoire d'autres pays beaucoup plus fragiles. Donc l'expulsion, parce que des réseaux globaux qui se déplacent très rapidement, qui ont la capacité de prendre possession de terrains, c'est-à-dire de centaines de milliers d'hectares, pour y planter de l'huile de palme, par exemple, ou de centaines de milliers d'hectares pour pratiquer la déforestation et puis avoir du bois pour le papier, ou alors des États qui ont la capacité de s'approprier des mines, ou qui ont la capacité de s'approprier très rapidement, très brutalement, des réserves, des ressources naturelles diverses et variées. Voilà, c'est ça, sans se préoccuper vraiment de qui vit là, dans quelles conditions les gens y vivent, quels sont les droits qui les protègent éventuellement, etc., etc. Donc on est un peu dans des logiques de razzia.
des réseaux .B qui ne sont pas étatiques, même si les États y contribuent, peuvent y contribuer, ils contribuent le plus souvent, d'accord ? Donc on n'est pas du côté des méchants privés, des méchants opérateurs privés. Hein, vous savez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a du privé, il y a du public, il y a des États. Bon, voilà. Et nous y avons part de toute façon, nous aussi. Hein, observons nos pratiques, par exemple, de commande de biens divers et variés sur Amazon et d'autres réseaux de ce type. Des réseaux qui ont de grandes capacités financières, de très très grandes capacités financières, c'est-à-dire totalement hors de mesure en fait, mais quand même, même si les États y sont associés, ce sont des réseaux globaux qui ne sont pas tenus par des États et qui, en quelque sorte, ne jouent pas pour les États-nations. Ils jouent pour eux-mêmes, avec l'appui des États, mais ils jouent pour eux-mêmes. Total au Gabon, c'est pas la France. C'est Total. Et puis de l'autre côté, ce qu'explore Saskia Sassen, eh bien, c'est aujourd'hui l'incapacité croissante d'un certain nombre de pays de faire face à ces menaces et à ces expulsions. Et donc, on a, quand elle observe la bipolarisation des villes globales, des territoires urbains qui sont de plus en plus riches et en même temps de plus en plus pauvres, et la grande richesse est liée intrinsèquement à la grande pauvreté, ce raisonnement qu'elle fait sur les villes globales, elle le transpose exactement au niveau de la planète, au niveau des rapports entre les grands réseaux globaux et les petits États fragilisés, d'accord ? Des grands réseaux qui s'enrichissent, qui se dotent de capacités d'action de plus en plus fortes, et des États qui s'appauvrissent et qui plongent dans des difficultés dont on se demande sincèrement ce que ça va pouvoir devenir. Quand on regarde le Nigeria et une ville comme Lagos, qui compte aujourd'hui 12 millions ou 15 millions ou 18 millions, personne ne sait, évidemment, 18 millions d'habitants, et qu'on sait que 80% de la population vit dans des bidonvilles, qui sont, pas tous, mais presque tous, dénués du minimum vital, dénués de l'eau courante, sans évacuation des eaux usées, etc., avec les problématiques sanitaires qu'il y a, sont des situations qui sont inédites et qui sont bien sûr très, très préoccupantes. Hein, je terminerai là-dessus en vous invitant à lire ce livre dont le titre est « Le pire des mondes possibles ». Le pire des mondes possibles, dont l'auteur est Mike Davis, un sociologue américain, sociologue très radical lui aussi, américain, qui propose dans ce livre une espèce de tour des grandes villes mondiales et de leurs bidonvilles dans lesquelles se concentre l'essentiel de la population. Voilà, c'est une sorte d'écho au travail de Saskia Sassen. Et donc, je termine vraiment là-dessus. Point F, on est bien dans l'expulsion et pas dans l'exclusion. Quand on dit exclusion aujourd'hui encore dans la société française, en 2020, l'exclusion, on est dans le lien quand même. Il y a une cohésion sociale. C'est-à-dire quand on dit exclusion, il y a inclusion, il y a des politiques de lutte contre l'exclusion. Hein, c'est un vocable qui renvoie à tout un ensemble de démarches publiques, d'accord, de lutte contre les exclusions. Il y a des lois, il y a des organisations, etc., etc. Quand il y a expulsion, en quelque sorte, j'ai envie de dire, il y a vraiment expulsion. Il y a expulsion l'image n'est pas bonne, mais il y a expulsion du corps social. Et puis, c'est fini. Le problème étant que dans un certain nombre d'États, de villes, c'est une majorité de la population qui se retrouve en situation d'expulsion. Je suis un petit peu navré de terminer sur
cette note sombre, mais terminer le cours avec la vidéo de Saskia Sassen, et elle donnera elle-même un côté un peu joyeux, enfin joyeux, modestement joyeux. Elle ne chante pas à la fin de sa vidéo. Je vous remercie, bon travail, et puis à bientôt. Au revoir.